fur et à mesure que nous avons fait ces recherches, j'ai vu que cette musique, d'une certaine façon, était un peu plus vivante. Et j'ai vu que les enfants en particulier étaient très attachés à chanter et qu'en leur demandant certaines choses, ils arrivaient quand même à voir les grands-mères, se souvenir les grands-pères. Les grands-pères, bon, sortaient leur violon aussi, ils n'avaient pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, et puis ils jouaient aussi. Les enfants avaient envie de jouer, on achetait des violons, le collège achetait des violons, et petit à petit, de club, ça s'est passé aussi au collège, c'est-à-dire que les enfants ont joué d'oreille au collège. Alors voilà ce qui me reste de la musique chiffrée qui se trouvait sur les murs de ma classe. Et on était pas mal tapissé. Alors ça c'était donc Tombe au temps qu'on accrochait comme on pouvait là avec les grosses pastilles maintenant qui font des grosses taches de gras. Alors Tombe au temps ma jeune fille, donc avec les paroles en dessous et puis les 3 doigts, 3, 2, 1, 0, 0 corde à vide. On a appris la musique traditionnelle par des chiffres et des doigts sur des cordes. Alors méthode orale, méthode écrite à la manière traditionnelle, pas du tout de notes de solfège. Et grâce à ça, on a réussi à évoluer dans cette musique traditionnelle et de faire parler un petit peu les gens sans forcément lire, quoi. Et par rapport à tout ça, bon, on a appris plein de musiques comme les marchoises, les pas d'été, les avant-deux, très riches dans notre pays parce que bon, la danse principale au départ c'était la marchoise. Et si on apprend à lire la musique avec des vraies notes de solfège, je crois qu'on ne peut pas avoir le sentiment de... On peut pas avoir la force de jouer du traditionnel, c'est pas possible. On peut pas jouer du traditionnel avec un solfège parce que c'est jamais la même musique, c'est jamais le même travail tous les jours, quoi. Je veux dire, un samedi ça va être le pas d'été à Aimé Bosier, le samedi prochain ça va être un autre pas d'été à Aimé Bosier. On ne joue jamais en fonction du temps, en fonction des gens, on peut rajouter plein de choses. Il fait beau, on va la jouer avec gaieté, il fait très froid, on va la jouer différemment. Et puis si on a bu un coup avant, eh ben, elle est jouée différemment, si on a bu un coup après, on la joue aussi différemment, quoi. Ça dépend de plein de choses. Et puis on la joue avec tellement de musiciens différents que ça change complètement. On peut jouer avec un contrebassiste qui joue du jazz. Et à ce moment-là, on va jouer le pas d'été à Aimé Bosier différemment. Si on le joue avec Philippe Compagnon, entre autres, on va le jouer complètement traditionnel, complètement comme le faisait Aimé Bosier. Donc c'est la liberté de pouvoir et de créer toujours une musique déjà créée, déjà jouée, quoi. La musique traditionnelle n'est jamais parfaite, elle est presque parfaite. Voilà, justement, c'est ce qui n'est pas parfait qui est très beau. C'est tellement beau hein, en pleine musique de faire une fausse note, pas un gros couac, mais c'est cette fameuse fausse note qui fait que la musique traditionnelle est excellente, quoi. 1, 2 et 3. Et à partir de là, on met tout un tas de chiffres en disant, bah tiens, c'est le pas d'été à Aimé Bosier, par exemple. Tabadabadam, tabadam, tam tam. Et ben tabadabadam, tabadam, tam tam, c'est des zéros à un moment avec des notes à vide, des premiers doigts sur première corde, des troisièmes doigts sur des deuxièmes cordes. Et en fonction de ça, on finit par s'habituer à placer ses doigts en fonction de cette écriture. Et à un certain moment, ça devient tellement habituel où on sait que le premier doigt va sur la première corde, le deuxième doigt va sur la troisième corde, le troisième doigt va sur la deuxième, où ça fait 1, 3, 2, 3, 0, 3 en fonction des cordes. Et l'air arrive à se faire tout seul. Alors après, c'est la mémoire qui fait qu'on connaît après l'air. Et la musique se construit comme ça.
Quand on me dit Monsieur Stéphane Guillonnet, est-ce que vous savez lire la musique? Et je leur réponds non, je la vis. Une grosse catégorie de gens qui ont envie de jouer de la musique sans se prendre la tête. La première partie. Pam, pam, ta da 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 da. Tu vois, c'est marqué, tu vois, sur ce tapis. Je mets, tu vois, toujours deux notes bien précises. Tan, tan, 1, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 3. Quand je fais des liaisons, à chaque fois, il faut que toutes ces notes soient ensemble. Où tu n'as pas du tout à rythmer. Ta da 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 da. 1, 3, ta da 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 da. 1, 3, ta da da da. 1, 3, ta da 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 da. 1, 3. En fin de compte, je veux dire, cette musique-là, en fin de compte, tu dois absolument la penser. C'est pas marqué, la musique n'est pas marquée dessus. Ça, c'est un repère pour que tu puisses placer tes doigts aux bons endroits. Essaye de recommencer à la découpe, après on va passer à Élise. C'est très bien. Bon, tu vas la travailler un petit peu plus loin. Ok. On y va, Élise, attention, au violon. 3, 4. Écoutez-vous. Ça, c'est pas évident, mais il faut que vous essayiez petit à petit de comprendre ça. Il y a des logiques, il y a des choses qui sont très très logiques dans la rythmique. C'est toujours la même chose. On essaie de se faire un monde, justement, bon, évidemment, ça change évidemment en fonction de chaque danse, mais la rythmique change, mais reste toujours la même dans cette façon de bouger l'archet. On en change. Voilà, il y a des tourbillons un peu dans l'idée, il y a des trucs plats. L'impression d'être à cheval. Essayez de penser que vous êtes à cheval. C'est vrai? Ça vous imaginez, vous êtes à cheval, en fin de compte, là, il faut toujours avoir cette rythmique-là, tout le temps. Et donc, le violon, c'est quelque chose qui m'a toujours
intéressé quand même, surtout ce violon à partir de ces danses et faire danser au violon. Faire danser au violon, je trouvais que c'était assez extraordinaire. Parce que quand on avait un bon danseur devant, quand on avait deux bons danseurs, quand on avait des gens qui dansaient bien, le violon allait tout seul. Si tout d'un coup il y en avait un qui se trompait, alors là, crac, le violon se trompait aussi. Il fallait vraiment, c'était une espèce de symbiose entre le violon, le violonneux et les danseurs. Ce n'est pas une méthode complète de substitution, le chiffre, à un écrit musical, mais c'est un outil qui permet de passer de l'oral de la musique orale à une musique un peu plus élaborée, un peu plus savante. Ce qui est intéressant, on peut même dire pas pittoresque, mais qui est touchant à la fois, et qui montre que ces musiciens se considèrent comme de vrais musiciens. On voit bien que ce n'est pas tout à fait, comme on voudrait le faire croire, une musique de pauvres. Hein. On reste dans le champ de l'écrit. Hein. La musique, elle passe de bouche à oreille. Et quand on regarde les cahiers, il y a aussi bien des danses de salon, de toutes les époques, des hymnes militaires ou autres, et des danses plus anciennes, des bals, des courantes, des mazurkas, une marchoise ou une limousine, une lourde comme une polka piquée, voilà, comme on trouve dans certains cahiers. Mais vous voyez, ce sont des écritures ordinaires en quelque sorte, hein, qui sont sur des cahiers de chansons ou un cahier tout neuf qu'on a acheté par circonstance pour devoir le mettre. Mais on a la conscience que la musique peut s'écrire, doit s'écrire, et donc se lire et se reproduire comme ça. Même si on fait son apprentissage d'oreille, parce qu'en fait, l'apprentissage est d'oreille. Parce que le maître joue, l'élève apprend, puis il rentre chez lui, il doit s'y remettre tout seul. Hein. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Hein. Il y a Claude Agege qui a une phrase même des expressions pour parler de cette civilisation de l'oral, de tout ce qui aura, mais lui pour la langue, pour les dialectes, pour les patois, pour les langues d'une manière générale, il parle de passage de l'orature à l'écriture. Et je crois que ce concept d'orature-là est parfait. L'orature, hein, ce qui vient de l'oral, de la bouche, à l'écriture, eh bien je crois que la musique chiffrée du Saint-Mexanté, du sud civrésien, hein, parce que c'est surtout là qu'on trouve, pas dans le civrésien, mais plutôt dans le mélois et Saint-Mexanté, dans le mélois grosso modo, en Deux-Sèvres, et en d'autres parties aussi un petit peu, mais c'est surtout là, au cœur des Deux-Sèvres, que cette musique semble s'être installée. J'ai dit musique, mais j'ai tort, que ce mode de représentation écrite de la musique comme instrument d'apprentissage. Un chercheur, Claude Ribouillot, par exemple, a trouvé des traces en Espagne, en Italie, voilà, même remontant assez loin, hein, 17e ou 18e siècle. Donc je ne doute pas que des méthodes aient circulé dans l'Europe des siècles précédents, mais les archives manquent. Voilà. Mais ce qui est bien intéressant, c'est vraiment que le mélois, le Saint-Mexanté et le civrésien Poitou, là, dans ce cœur du Poitou, cette méthode était vraiment installée. Et c'est intéressant aussi parce que c'est une région
c'est le cœur du Poitou. C'est une région aussi où le langage, par exemple, le poitevin-saintongeais est efficient, il est bien structuré. On est au cœur du Poitou, quoi. Cette musique, elle fait vibrer avec la langue le cœur du Poitou. Pour moi, qui suis né à Paris, qui suis un languedocien et un catalan, moitié par moitié, qui ai fait beaucoup de recherches en Poitou, ça me paraît être un bien de la région Poitou-Charentes et en particulier des Deux-Sèvres, voilà, et de ce cœur du Poitou, comme j'aime à le dire. Moi, je crois que tu viens de l'interviewer, elle a des positions comme ça, avec son. Tu es fan de ton tu regardais, tu ne sais pas, c'est gros.